Bonjour à tous et bienvenue à ce midi-conférence de l'Institut universitaire sur les dépendances. Avant de débuter, je passe la parole à mon collègue Jean-Philippe Galipeau, à qui on doit l'organisation et toute la planification de ce bel événement. Il va nous présenter les nouveautés qui sont disponibles sur le site internet de l'Institut universitaire sur les dépendances. Bonjour. Donc, il y a deux nouveautés sur le site web. Donc, je vous invite à me rejoindre sur le site de l'IUD.Québec. Dans la section du haut, dans Études et recherches, vous allez voir une section étudiants. Dans cette section-ci, vous pouvez voir les supports financiers, les stages, mais la nouvelle section, c'est celle futurs diplômés. Si vous cliquez avec moi, vous allez découvrir les étudiants en fait, qui sont supervisés par nos chercheurs réguliers. Donc, ils sont classés par leur université d'attache. Par exemple, si je vais à l'Université de Montréal, donc vous allez découvrir les étudiants, vous allez voir leur nom, évidemment, leur photo, dans certains cas, le niveau de leurs études, la personne avec qui ils sont dirigés, le ou les personnes, le projet de leur mémoire ou de leur thèse. Si vous cliquez sur le titre de leur projet, vous allez avoir une description, une courte aperçu de sur quoi ils travaillent en ce moment, ainsi qu'un contact. Donc, les étudiants ont mis à votre disposition leur adresse si vous voulez les contacter pour échanger. Donc, c'est une belle façon d'entrer en contact avec eux. Ensuite de cela, il y a un nouveau dossier. Donc, si on va dans amélioration des pratiques et transfert de connaissances ou tout simplement sur la page d'accueil, dans transfert de connaissances, dans les dossiers thématiques, on a un nouveau dossier thématique qui est en correspondance avec notre midi aujourd'hui, donc dépendance et vieillissement, qui a été validé et bonifié par Vincent Wagner, notre présentateur aujourd'hui. Donc, vous avez une bonne introduction sur le sujet, ainsi que de la documentation, par exemple, en lien avec les portraits de consommation, soit l'alcool, les drogues, les jeux de hasard et d'argent, ainsi que de la documentation par rapport à la prévention, mais aussi des guides pratiques et des ressources. Donc, je vous invite à venir consulter le dossier thématique si c'est un sujet qui vous intéresse. Merci. Bonne présentation. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, sans plus attendre, nous allons débuter ce troisième midi-conférence de la programmation de transfert de connaissances de l'Institut universitaire sur les dépendances qui porte sur le thème du vieillissement et de la consommation, mieux accompagner les aînés qui consomment des substances psychoactives en milieu d'hébergement et de soins de longue durée. Cette présentation permettra de répondre à trois grandes questions. Quelles sont les caractéristiques des personnes qui consomment des substances psychoactives dans ces milieux? Quels sont les défis et les enjeux qui entourent cette consommation? Et quelles sont les pratiques émergentes en matière d'intervention, localement ainsi qu'ailleurs dans le monde? Pour traiter ce beau sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Wagner, chercheur d'établissement à l'Institut universitaire sur les dépendances, mais également chercheur régulier au RISC, au RRSPQ, excusez-moi, et professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Vincent. Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Il sera accompagné par Émile Bernier, qui est professionnel de recherche à l'Institut universitaire sur les dépendances et intervenant en sécurité urbaine. Bonjour Émile. Bonjour Axel et bonjour tout le monde. Alors, avant de laisser la parole, je vous rappelle les modalités d'intervention avec lesquelles vous pourrez échanger ou déposer vos questions. Alors, je vous rappelle que nous sommes en webinaire et en direct, ce qui ne nous épargne pas de quelques soucis techniques possibles, mais vous inquiétez pas, on veillera à les régler dans les plus rapides délais si cela advenait. Vous pouvez déposer vos questions dans l'onglet Q et R en bas de votre écran. Les questions seront prises après la présentation où nous avons un temps d'échange qui est prévu pour discuter avec nos intervenants pour leur soumettre vos questions. Vous avez aussi une autre façon de leur poser des questions si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser le bouton « Lever la main ». Alors, faites attention de ne pas cliquer dessus par erreur, car si vous activez le bouton « Lever la main », nous entrerons en contact avec vous pour vous proposer d'ouvrir votre micro et de poser directement votre question à nos intervenants. Vous avez aussi un onglet « Discuter ». Veillez à ne pas déposer vos questions dans cet onglet-là parce qu'elles ne seront alors pas traitées. Par contre, elles peuvent être utiles soit pour déposer vos commentaires et également nos collègues Jean-Philippe Galipeau et Geneviève Fortin, que vous ne voyez pas mais qui travaillent dur dans nos coulisses et qui nous soutiennent pour organiser cet événement, pourront déposer différentes informations pertinentes dans cet espace. Ces quelques précisions faites, je laisse maintenant la parole
à nos intervenants. Je vous souhaite une très bonne présentation et je vous retrouve à la fin pour le temps des questions. C'est à vous. Merci Axel. Moi, je vais déjà commencer par partager notre support de présentation, ce qui servira quand même un petit peu de grand fil rouge à ce grand sujet, effectivement. Alors, hop, tout est correct. Moi, je vais zapper ça. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous, on s'était fait un peu comme mission de vous faire un petit topo sur cette thématique donc, qui touche un peu la question de la consommation chez les personnes âgées. Et c'est un peu au prisme, en fait, de d'un projet de recherche qu'on est en train de réaliser. Donc, c'est un peu le fil rouge qu'il va y avoir sur toute cette présentation-là. Et puis, nous, on est vraiment très contents de partager ces éléments-là avec vous. C'est plus on va dire, une invitation à la réflexion sur ces sujets-là, en fait. On va pas forcément vous assommer avec plein de choses c'est des lignes directrices fermes et définitives, c'est plus pour faire un point de tour de la situation sur ces thématiques-là, voir là où nous, on est rendu sur ces réflexions-là, et puis vous aussi, on est vraiment très preneurs éventuellement des réflexions qui viendront avec ça. Donc, je vous faisais écho justement de ce projet-là, du projet de recherche qu'on est en train de mener. Donc, c'est un projet de recherche qui est possible grâce à la participation financière de Santé Canada et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec spécifiquement. Alors, peut-être pour commencer, pour placer les choses un peu sur la table, on va partir un petit peu de ce qu'on sait déjà au niveau de la littérature. Donc, l'idée, c'est que à l'échelle du Québec, en fait, les 65 ans et plus, si on se donne un critère d'âge pour définir un peu des personnes âgées, même si personnellement, je suis un peu... comment dire, je vais discuter ça un peu plus en termes de l'aspect arbitraire de ce critère-là. Donc, les 65 ans et plus au Québec, ça représente à peu près 19,7% de la population. Et on anticipe déjà une croissance de cette part population âgée d'ici à 2030 et plus tard. C'est aussi une réflexion qu'on peut avoir plus largement à travers les différents pays du monde, notamment dans les pays occidentaux. C'est un vieillissement global de la population. Et à l'intérieur de cette population-là, ce que nous, on constate, en fait, c'est que peut avoir une estimation qu'il y a à peu près 10% de ces personnes-là, donc des 65 ans et plus, qui peuvent avoir des enjeux en lien avec la consommation. Et à l'intérieur de terme consommation, on va surtout retrouver tout ce qui va toucher l'alcool, le tabac, petit à petit un peu davantage le cannabis, mais principalement ça va être beaucoup alcool, tabac dans ces eaux-là, puis après tout le reste, ça va être des choses un peu autour de ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas non plus, mais voilà, je dis alcool, tabac parce qu'il y a aussi des significations par rapport à la suite de ce qu'on va vous évoquer en fait. Donc voilà. Parfait. En fait, pour continuer du côté de ce que la littérature dit, en fait, on s'est rendu compte à travers nos différentes entrevues qu'on a faites, en fait, c'est que les effets du vieillissement, lorsqu'ils sont conjugués, en fait, à des enjeux de consommation, donnent des interactions qui sont assez complexes. OK? Et puis, en fait, ces interactions-là complexes produisent une réalité qui est, pour l'instant, qui est assez mal comprise. Et en fait, c'est que la dépendance a nécessairement, comme depuis toujours, été associée à des enjeux qui étaient plus du côté comme de la jeunesse et non pas des personnes plus âgées en tant que telles. Donc, cette réalité qui est très complexe-là fait que, en fait, du côté du réseau de la santé des services sociaux, on n'a pas encore des interventions qui sont, on pourrait dire, totalement adaptées jusqu'à présent. Et ensuite, donc, juste ici, on s'est aussi, pour continuer là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que les ressources publiques d'hébergement et de soins de longue durée sont souvent associées à l'idée du dernier recours pour, en fait, un bon nombre de personnes, en fait. Et puis, ces personnes-là partagent souvent plusieurs traits, c'est-à-dire, on va parler de précarité. C'est des gens qui ont souvent bénéficié de l'aide sociale pendant une grande partie de leur vie. Parfois, des gens qui ont vécu de l'itinérance par période, pas nécessairement pendant de nombreuses années, mais parfois comme période d'itinérance ou parfois, c'est des gens qui vont avoir souvent fréquenté des maisons de chambre ou qui ont été en colocation assez souvent. Et puis, nécessairement, il y a des enjeux de consommation. Et puis, il va y avoir les enjeux de santé qui sont peut-être reliés ou pas à la consommation, justement. Et puis, il va aussi nécessairement avoir une perte d'autonomie dans ces profils-là parce qu'avant d'arriver dans des ressources publiques d'hébergement, souvent, c'est des gens qui vont avoir fait des séjours à l'hôpital ou dans des ressources X, comme des ressources intermédiaires ou peu importe. Donc, il va y avoir des enjeux d'autonomie qui vont un peu comme participer au fait que ces personnes-là vont se retrouver dans des ressources publiques.
Il faut aussi comprendre, en fait, par rapport à ce que nous, on essaie de réaliser dans le cadre de ce projet-là, c'est que ça partait, en fait, d'une demande, d'une situation qui était très prête par rapport au milieu pratique clinique, en fait. En l'occurrence, peut-être pour resituer un peu le contexte, donc un SUS, déjà, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne sont pas forcément familières du contexte québécois? C'est Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Et ça va vraiment, c'est une grande machine qui chapeaute un petit peu, qui supervise toute la notion de services de santé, services sociaux sur une région donnée au niveau du Québec. Il y en a énormément, c'est soit des SUS, soit des CIS. Donc les CIS, c'est juste la même chose, mais sans la composante universitaire dans l'attribution. Mais vous voyez un petit peu le fonctionnement. Et à l'intérieur de ce SUS, il y a différentes directions qui sont principalement des directions cliniques, mais pas que. Nous, la recherche, on est du côté de la DEUR, ça, dans la direction d'enseignement universitaire et de la recherche. Mais par rapport à ce projet-là, il y a en tout cas 2 directions cliniques qui étaient vraiment très en première ligne vis-à-vis de ça. Et c'est eux qui, en fait, avaient des préoccupations initiales par rapport à cette thématique-là. Ils disent, OK, la consommation chez les personnes âgées, c'est tout un sujet et tout. Donc, nous, forcément bien outillés pour accompagner ces choses-là. En fait, nous, du côté de l'Institut, on est plus en interface directe, en fait, du côté de la direction du programme santé mentale dépendance, puisqu'on traite mécaniquement des thématiques de la dépendance. C'est pour ça que c'est venu un peu de cette porte d'entrée-là, en fait. Puis, on a un peu discuté de ces enjeux-là, puis on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe concrètement, les trajectoires des personnes, puis voir les pratiques, comment on peut améliorer justement cette adéquation entre les besoins, les pratiques et les services qui sont offerts. Donc là, nous, on va justement investir 2 directions cliniques en parallèle. C'est un peu de vous donner la structuration initiale d'où ça vient. Et parfait. En fait, là, on parle d'enjeux un peu comme Vincent disait, et puis comme je disais tantôt, c'est qu'on se retrouve avec une population qui est singulière de par le fait qu'il y a des enjeux, du côté de la dépendance et du côté du vieillissement, qui ont une réalité assez complexe. Et puis, à ça se rajoute une offre de service qui n'est pas nécessairement adaptée, comme on a vu, parce que la dépendance est une réalité qui est quand même assez nouvelle du côté, on va dire, des personnes âgées dans des ressources publiques. Et puis, par rapport à ça, il y a la SAPA, qui, pour les gens qui, on pourrait dire, ne viennent pas du Québec, c'est la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, qui est mal outillée en matière d'enjeux concernant les substances psychoactives. Et inversement, il y a la DPCMD, qui est la direction des programmes de santé mentale et de dépendance, qui est peu outillée au niveau des enjeux concernant le vieillissement. Donc, on pourrait dire qu'il y a comme une espèce... en fait, ces 2 instances-là, nécessairement, ont peut-être un peu du mal à se comprendre et à bâtir des ponts pour pouvoir intervenir d'une bonne façon. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on se retrouve avec une impasse? Donc, le questionnement initial, c'est comment qu'on pourrait faire en fait pour mieux intervenir dans ces milieux d'hébergement-là auprès de populations qui ont des enjeux qui sont assez complexes, tant au niveau de l'organisation que des niveaux des services offerts et des soins offerts. Donc justement, dans cette continuité-là, en fait, c'est pour vous présenter un petit peu le cheminement initial du projet, donc vraiment pour finir de placer le contexte, en fait. Donc vous voyez un peu les différentes étapes de la première sollicitation de l'Institut par rapport à ces questions-là. Puis après, nous, on allait rencontrer les 2 directions cliniques, du côté de la santé mentale dépendance et du côté du soutien à l'autonomie des personnes âgées, en fait. Puis après, on a proposé le projet de recherche qu'on allait chercher à financer, puis on a abouti sur le financement effectif du projet. Sauf que vous voyez, en termes d'échéancier, d'agenda, vous anticipez déjà que nous, le enjeu qui a apparu après coup, c'est toute la question de la pandémie. Et ça va avoir toute une incidence aussi sur comment ça se déroule depuis cette période-là, en fait, depuis le début. Donc voilà, un peu pour les premiers éléments. Donc, on arrive un peu sur ce projet, donc le projet BISPAR entre nous. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée déjà le titre, donc c'est les complexes des personnes présentant des pratiques liées à une consommation de substances psychoactives et fréquentant des ressources pour personnes âgées. Mieux les comprendre pour mieux répondre. Et quand même, on a une certaine équipe pour justement assumer ce projet-là. Alors, Émilie. Donc, les objectifs du projet, en fait, premièrement, c'est de mieux comprendre les trajectoires individuelles des personnes concernées. Puis ça, on va parler autant, en fait, qu'on va voir plus tard, de gestionnaires, d'usagers ou d'intervenants qui sont sur le plancher en tant que tel. Donc, et puis, par rapport à ça, le deuxième objectif, c'est de documenter la perspective des intervenants et des gestionnaires sur les pratiques et les besoins en matière d'intervention. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur le milieu de travail de ces gens-là et leur demander, en fait,
l'état initial des pratiques, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui en ce moment marche du point de vue de l'efficacité, du point de vue du plancher. Et puis, en fait, juste après ça, on va aussi essayer d'identifier les bonnes pratiques déjà existantes et recommandées, comme j'ai dit, en fait. Et puis, finalement, ça va être de mieux outiller les intervenants et gestionnaires pour que, ultimement, notre projet puisse participer en fait, à l'amélioration des pratiques de par l'avancement des connaissances et des formations et peu importe. Et une fois qu'on voit un peu cette connaissance des objectifs du projet, donc point de vue méthodo, donc vraiment sur l'aspect logistique, c'est comment on s'y prend justement pour arriver à répondre à ces objectifs-là. Donc, moi, pour vous présenter quelque chose d'assez synthétique, par rapport à l'objectif 1, on s'intéresse vraiment des trajectoires des personnes et en l'occurrence des résidents à ce stade-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer des résidents dans les différentes ressources concernées, mieux comprendre un petit peu qui ils sont, c'est quoi leur trajectoire, c'est quoi leurs besoins spécifiques, c'est quoi potentiellement les vulnérabilités qui les accompagnent en fait mécaniquement. À côté de ça, pour le deuxième objectif, on est un peu par miroir d'aller voir des entrevues, d'aller réaliser des entrevues des intervenants et des gestionnaires des ressources qui justement reçoivent ces résidents-là, voir un peu leur point de vue sur qu'est-ce qui se fait actuellement en termes d'accompagnement de ces personnes-là, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer toutes ces choses-là en fait. Dans un troisième temps, en fait, pour tout l'aspect de documenter un petit peu ce qui existe déjà par ailleurs, et là on a plus une vision très globale à travers le monde, c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui existe dans la littérature, que ce soit scientifique ou de la littérature grise. Donc, la littérature grise, ça va être potentiellement des écrits qui sont plus du côté professionnel, par exemple, les associations, des ordres professionnels typiquement, qui peuvent peut-être documenter des situations qui ont lieu dans ces milieux-là. Et enfin, donc, du côté de mieux outiller les personnes, c'est l'idée de proposer justement à la fin du projet quelques pistes justement pour qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Justement, on n'est pas rendu à un stade où faire des lignes directrices claires, nettes et définitives. En fait, c'est juste de dire, considérant tout ce qu'on a parcouru, qu'est-ce qu'on pourrait recommander à ce stade-là avec toutes les pincettes qu'on peut mettre sur ces choses-là. Et ça s'accompagne justement de diverses activités de transfert de connaissances pour accompagner et mieux disséminer ces éléments-là en partenariat justement avec les milieux de pratique impliqués. Donc, justement, parlant des milieux impliqués, donc nous, on a une ramification à la fois dans notre SUS, mais également dans d'autres SUS au niveau du Québec. Là, je vous en cite deux principalement, le Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, qui sont aussi deux autres régions. Alors, je vais passer rapidement sur cette idée, mais c'est juste pour vous donner un peu une représentation entre ce qu'on pensait, que le projet pouvait faire avant la pandémie et puis après. Vous voyez tout l'enchaînement des volets théoriques qui commençait théoriquement en avril 2020, puis la pandémie arrive par là, puis ça fait que ça a ramassé le projet différemment, on a dû s'adapter différemment parce que les milieux étaient très impactés par la pandémie, donc on a eu toute une épreuve de réajustement permanente, comme tous les milieux cliniques ont dû se réajuster à cette réalité-là, en fait. Aussi, vous donner ce petit aperçu-là. Alors, Émile. Parfait. Donc, si on revient sur l'objectif 1 et 2, comme j'ai dit, en fait, le but, c'était d'aller chercher les perspectives des résidents, des intervenants et des gestionnaires, comprendre un peu les trajectoires individuelles, les parcours de vie, les enjeux. Et puis, pour ce faire, en fait, jusqu'à maintenant, on a réalisé des entrevues avec des usagers, des intervenants et des gestionnaires. 5 ont été réalisés pour les usagers, 11 pour les intervenants et 2 pour les gestionnaires. Comme Vincent a dit, la pandémie, ça l'a tout fait sauf nous aider, en fait, parce qu'il y a eu de nombreuses restrictions dans les milieux de vie. Donc, ça fait que nous, on n'était pas nécessairement permis d'aller faire les entrevues en tant que telles. Donc, et puis ça, en fait, l'idée, c'était pas seulement d'aller voir. En fait, il y a eu une complexité par rapport à la façon dont on mène les entrevues, c'est qu'on voulait créer un lien de confiance nécessairement avec les usagers qui étaient concernés. Donc, c'était pas seulement d'y aller une fois, mais d'y aller plusieurs fois avant pour se présenter, pour expliquer en quoi consiste le projet de recherche, pour être certain que les personnes comprennent le projet et et répondre à leurs questions par rapport à notre projet en tant que tel. Donc, en fait, en ce moment, côté analyse, on a fait des analyses préliminaires des entrevues, c'est-à-dire on a commencé à coder, on a commencé à voir c'est quoi les thèmes qui ressortent en tant que tels. Donc, on est rendu là environ. Pour l'objectif 3, donc en fait, pour faire le rappel, donc on s'intéresse vraiment à la littérature qui porte sur les pratiques qui existent dans ces milieux-là.
par contraste, en fait, avec les objectifs 1 et 2, nous, on a pu avancer un peu plus sur celui-là, et même si on l'a un peu avancé dans le temps. Théoriquement, il était censé être prévu un peu plus tardivement, mais comme on n'avait pas d'autres possibilités, en fait, on a dit, bon, on va quand même investir ce volet-là pour quand même avoir des choses à partager, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir ce qui se fait ailleurs et comment on peut le transférer dans notre texte à nous. Ça, c'est quand même un enjeu de transférer au niveau du Québec, sachant la diversité des contextes de soins et de services sociaux qui peuvent exister à travers le monde. Ce qu'il faut aussi se mettre vraiment dans l'esprit, c'est que c'est complémentaire en fait, aux perspectives et en fait, des entrevues qu'on fait avec les résidents, les intervenants, les gestionnaires, vraiment. Et pour guider ça, en fait, nous, on se focalisait sur 3 questions. Donc, ça touchait dans un premier temps sur la philosophie d'intervention, c'est-à-dire qu'est-ce qui sous-tend cette pratique, cette organisation de service-là. Ça répond un peu à quelle façon de voir la personne, le soin dans l'ensemble, la question du vieillissement, la question de la consommation. Il y a aussi le panier de services, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on offre concrètement. Et enfin, c'est comment on organise ce panier de services-là. Donc, c'est le quoi et le comment, en fait. En fait, on a un peu le pourquoi, le quoi et le comment. Alors, maintenant, pour passer un peu plus au vif du sujet, on va poser quelques éléments qui sont sur les différents volets, là, en fonction de là où on est rendu actuellement. On va commencer un peu plus pour des éléments sur les quelques entrevues qu'on a réalisées jusqu'à ce stade. Puis, c'est ça, Émile, on va commencer par rapport aux caractéristiques et trajectoires des résidents. Parfait. Donc, par rapport aux caractéristiques et trajectoires des résidents, ce qu'on a principalement remarqué, en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'on a affaire à une population qui est plutôt hétérogène en tant que telle. En fait, il ne va pas avoir de consensus dans la façon dont les gens, de consensus par rapport à la consommation des gens. Il va y avoir des gens qui ont une consommation qui peut être problématique ou non, qui dure depuis des années, alors qu'on peut avoir affaire à des gens qui ont une consommation qui est, en fait, qui s'est comme ancrée plus tard dans la vie et qui a évolué lorsqu'il est arrivé en milieu d'hébergement, en fait. Donc, on va avoir affaire à des habitudes de vie différentes, des trajectoires de vie variées, des parcours différents. Donc, par rapport à la consommation, comme je vous ai dit tantôt, des gens qui ont vécu des épisodes d'itinérance ne vont pas avoir nécessairement les mêmes habitudes de consommation qu'une personne n'ayant jamais vécu d'épisode d'itinérance, qui a toujours habité dans un loyer, qui a tout le temps eu un filet quand même, un filet résidentiel. Et puis, c'est ça. Donc, dans cette population qui est hétérogène-là, au niveau de la consommation, ce que ça implique pour les gestionnaires et les intervenants, c'est que, en fait, c'est de devoir faire une gestion de ces différents profils de consommation-là, que c'est pas, en fait, les gens ne consomment pas nécessairement de la même façon. Il va falloir faire des accompagnements individuels qu'on va voir plus tard. Il va falloir s'adapter un peu en fait, il existe autant de réalités qu'il existe d'usagers. C'est qu'il va y avoir des gens pour lesquels la consommation a peut-être seulement besoin d'être un peu encadrée, alors qu'il y a d'autres personnes qui va falloir nécessiter un accompagnement un peu plus soutenu. Donc, le deuxième point, par rapport, en fait, on a retrouvé, il y a un ensemble de vulnérabilités qui est quand même partagé dans cette population qui est hétérogène. C'est que, en fait, comme on a vu tantôt, c'est que, en fait, l'enjeu en fait, des ressources d'hébergement public, c'est que excusez-moi l'expression, mais quand on se ramasse là, c'est que souvent, en fait, c'est des personnes qui vont avoir peu ou pas beaucoup de réseaux de soutien. C'est que des personnes qui vont, en fait, leurs enfants à eux sont peut-être malades. Moi, c'est en tant que dans la pratique d'intervenant, c'est ce que j'ai remarqué. Souvent, quand on vieillit puis que on a eu nos enfants jeunes, ben eux vieillissent un peu avec nous puis ils deviennent malades. Ça fait que quand on a des enjeux pour ce qui est de l'autonomie, c'est un peu plus difficile. Il n'y a pas grand monde pour nous aider. Aussi, comme j'ai dit tantôt, il y a des problèmes de santé physique. Donc, ces problèmes de santé physique-là, qui sont en lien ou non avec la consommation, vont avoir des gros impacts sur l'autonomie en tant que telle et va précipiter justement l'arrivée dans des ressources d'hébergement public. Et puis, finalement, il va y avoir aussi, parfois, en fait, c'est pas partagé, mais il va y avoir parfois des troubles de comportement qui sont ou non induits par un abus de substance ou par les modalités de contrôle on va dire, la consommation en tant que telle. Donc, en fait, parfait, juste ici. Donc, par rapport à l'arrivée dans les ressources, on a réalisé que c'est, en fait, plus souvent qu'autrement, c'est un changement de milieu significatif. Donc, par rapport à en fait, ce que ça veut dire, c'est que on passe de,
je prends l'exemple de, admettons, une personne qui était chez elle, qui était peut-être en soutien à domicile, et puis là, qui se ramasse dans un milieu de vie qui lui semble très régimenté, qui doit suivre des règlements, et en fait, on commence à gérer ces choses un peu pour lui. Comme là, vous voyez, vous avez un exemple. Le temps qu'on arrive, en fait, ça implique il y a une grosse période d'adaptation, non seulement pour la personne, mais du point de vue administratif aussi, parce que le temps qu'on s'occupe des finances, le temps qu'on gère un peu son arrivée en ressources, souvent, ça peut être très long. Puis, c'est des délais qui sont, en fait, les usagers ne sont pas responsables de ça. Donc, ça vient un peu briser parfois, pas dans tous les cas, mais parfois, ça peut briser des habitudes de consommation qui sont ancrées chez la personne depuis énormément de temps. Je vous donne par exemple quelqu'un qui peut boire à peu près, je ne sais pas, 4 ou 5 bières par jour, mais qu'on ne va pas lui donner ces bières-là par jour. Et ça devient assez problématique, comme on le voit dans l'extrait. C'est ça, il est devenu fou furieux, il nous insultait. Bon, vous voyez, ça peut mener à ce genre d'excès-là. Tu sais. En fait, on peut dire les conséquences d'un sevrage forcé. Tu sais. Et puis, c'est ça, par rapport aux enjeux sur le plan de la santé, nécessairement, il va falloir gérer les effets et les conséquences de la consommation. Comme je vous ai dit, si on entraîne quelqu'un dans un sevrage forcé à cause de délais administratifs, va falloir non seulement gérer cette personne-là pour pas qu'elle se retrouve encore plus malade, mais il va falloir gérer, en fait, il va faire attention à la sécurité des autres usagers autour pour pas que si cette personne-là se retrouve dans une situation où elle n'est pas trop consciente de ce qu'elle fait, mais il va falloir protéger les autres usagers qui sont autour. Et puis, on va travailler aussi avec, en fait, les intervenants, les gestionnaires vont essayer de travailler à travers une approche de réduction des méfaits. Cette réduction des méfaits-là passe souvent par une diminution de la consommation. On va essayer le moins possible d'arrêter cold turkey, comme on dit, en fait. L'idée, c'est pas de faire arrêter de boire la personne. En fait, c'est de faire diminuer la consommation de cette personne-là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'enjeu de sécurité, en fait. Et comme il y a un intervenant qui avait dit dans une entrevue, c'est que, en fait, l'idée, là, je paraphrase, là, l'idée, c'est pas qu'il n'arrête de boire, c'est juste qu'il ne boive pas au stade où il va avoir des déséquilibres et des chutes et se faire mal en tant que tel. Donc, c'est ça. En fait, c'est diminuer la consommation jusqu'au point, c'est faire le compromis jusqu'au point où la consommation ne va pas engendrer des enjeux de sécurité pour la personne et pour les autres aussi. Donc, c'est ça aussi, voir des gestions des autres vulnérabilités liées à l'âge, dont les composants cognitifs. Encore là, induit ou non par l'abus de substances, mais on va savoir que la consommation, on s'est rendu compte que la consommation va amplifier ou précipiter au moins les enjeux qui sont reliés au vieillissement cognitif en tant que tel. Parfait. Donc, si on continue sur les enjeux entourant la consommation, les enjeux sur le plan de la cohabitation, de la sécurité, un peu comme je l'ai dit, là, il va y avoir comme, en fait, il faut balancer un peu, en fait, la sécurité individuelle versus la sécurité collective. En fait, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains usagers, il va falloir contrôler les briquets parce que, bon, il peut y avoir risque d'incendie. Alors que d'autres, non, on peut les laisser avec des briquets. On va falloir gérer aussi l'accès au fumoir en tant que tel parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas nécessairement assez outillés pour y aller tout seuls encore, qui ont comme des pertes en autonomie. Il y a des gens qui vont falloir aussi gérer l'accès à l'extérieur pour aller fumer parce qu'il y a des gens, quand le fumoir est plein, vont devoir aller à l'extérieur. Mais à l'extérieur, là, on sait, c'est l'hiver, il y a de la glace. Puis c'est quelque chose qu'on a vu aussi. Des gens qui sortent à l'extérieur, c'est l'hiver, il y a de la glace. Ils tombent par terre, ils doivent aller à l'hôpital, ils se sont fait des blessures assez graves. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire un peu comme de la micro-gestion en tant que tel par rapport à les habitudes de consommation. Aussi, un autre enjeu qu'on a ressorti, en fait, c'est que c'est un milieu complexe avec énormément de professionnels qui sont appelés à intervenir, en fait. Mais, en fait, je veux dire, appelés à intervenir, c'est que malheureusement, en contexte en ce moment, c'est qu'il y a un sous-effectif chronique dans les milieux de soins, tant au niveau des intervenants, des personnels spécialisés en tant que tels. Et puis, cette pénurie, on va dire, de main-d'œuvre-là va nécessairement induire le fait qu'il y a un manque de personnel avec des connaissances en dépendance. Et en fait, il va y avoir un manque de personnel qui a des connaissances en dépendance pour pouvoir intervenir de façon efficace avec ces gens-là. En fait, c'est comme comment je pourrais dire? Nécessairement, ça va être un peu difficile d'accompagner des gens qui ont des problématiques
de consommation si on n'a pas le personnel qu'il faut pour pouvoir les accompagner de façon efficace. Et puis là, je vous ai mis un petit extrait. Dans le fond, c'est le récit d'une gestionnaire. C'est que, en fait, lorsque la personne arrive en ressources, en fait, avec un problème de consommation, en fait, ils vont devoir, en fait, comme on dit là, c'est que soit on a le problème ou on ne l'a pas. C'est-à-dire, si on ne l'a pas, la personne consomme, fait ses choses, ça va bien. Mais si on l'a, là, ça va être à eux à gérer ça. Mais en fait, comme on a dit, c'est peut-être pas du personnel qui est, comme de prime abord, formé pour intervenir dans le milieu des dépendances, mais c'est que le sujet est fait, mais de façon médicale seulement. Et la dépendance en tant que telle, c'est plus comme, en fait, on va la remarquer à travers les enjeux de sécurité, les enjeux de santé que ça va impliquer en tant que tel, et non pas, de prime abord, la dépendance en tant que telle. Et puis, parfait, donc on continue juste là. Aussi, on a soulevé un enjeu qui est autour des droits et libertés par rapport, en fait, on pourrait dire que c'est un enjeu entre l'autodétermination en milieu de vie, là on parle des usagers, l'autodétermination en milieu de vie versus l'accompagnement dans la consommation, on pourrait dire qui est institutionnel en tant que tel. C'est que, en fait, étant donné que ce n'est pas un milieu de soins, comme mettons l'hôpital, oui, c'est un milieu de soins, mais je veux dire comme administrativement, un hôpital versus un milieu de vie, comme mettons une ressource intermédiaire, ce n'est pas la même chose parce que les gens sont chez soi. C'est des gens qui ont, en fait, c'est comme des chambreurs qui ont leur chez soi, donc ils peuvent consommer comme ils veulent. Mais, donc, il y a cette liberté-là, de ce côté-là, et de l'autre côté, il y a la gestion. Il y a la réduction des méfaits, il y a la gestion de la consommation pour pouvoir éviter les enjeux de sécurité et de santé, pour éviter que ça déborde en tant que tel. Donc, il va y avoir une gestion des finances et des statuts de protection, s'il a lieu, en fait, des usagers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, comme on va voir plus tard, là, il y a des gens que ça peut être difficile pour eux de gérer le budget en tant que tel. Il va falloir que la ressource, de façon institutionnelle, gère le budget de ces gens-là. Et puis là, il va falloir arriver à des compromis entre les différentes dépenses, c'est-à-dire payer son loyer, acheter ses médicaments, la consommation. Et puis ça rentre dans l'approche de réduction des méfaits, c'est-à-dire d'organiser le budget de la personne en prenant ça en compte. Et aussi, par rapport à ça, il y a l'appréhension du cadre et des règlements intérieurs. Justement, en fait, par exemple, quelqu'un qui s'est habitué à fumer en dedans pendant 30-50 ans, là, on l'amène dans un milieu de vie où il doit aller fumer dans un fumoir qui n'est pas au même étage. Et puis, dans le fumoir, là, à cause des nouvelles règles, on pourrait dire en ce moment des nouvelles règles sanitaires, il n'y a pas plus que 2 personnes qui sont dans ce fumoir-là. Bien souvent, là, on prend ça pour acquis, puis on prend aussi parfois que les personnes peuvent avoir des pertes cognitives, donc ils ne vont pas nécessairement se rappeler de ces règlements-là, donc vont fumer à l'intérieur de la chambre. Et puis là, les intervenants se rendent compte de ça. Ah, ben là, on va dans sa chambre, ça sent la cigarette, puis les draps sont brûlés un peu. Il y a comme eu des botches de cigarettes qui ont tombé dans le lit. Donc là, on va essayer il s'est passé quelque chose, on va essayer d'intervenir à ce niveau-là. Je vous ai mis un petit extrait de récit d'une entrevue, en fait. C'est qu'en fait, l'intervenant, la ressource va essayer de gérer ça, gérer la consommation, c'est-à-dire d'allouer l'argent nécessaire à la consommation, les cigarettes dans ce cas-là. Mais là, on revient du côté de l'autodétermination au milieu de vie. Si l'usager dit, ben moi, je veux que tu me donnes toutes mes cigarettes tout de suite, j'en veux pas, je veux dire, en fait, je les veux tout de suite, l'intervenant est obligé. Parce que c'est cigarettes au final, c'est pas les cigarettes de l'intervenant, c'est les cigarettes de la personne qu'on lui a achetées pour elle. Mais là, ça implique, vous voyez le dilemme, ça implique que, OK, on lui donne, mais là, paf, il n'en reste plus. Puis là, la personne s'est comme mis un peu dans un état de sevrage en tant que tel, sans nécessairement le vouloir. Donc là, ça fait qu'on doit gérer le débit de la consommation pour éviter ces effets en fait, ces sevrages-là qui sont induits par la personne en tant que telle. Parfait. Donc, si on continue du côté des pratiques locales qui sont émergentes ou non, c'est-à-dire, en fait, les pratiques qui vont, on va dire, un peu atténuer tous ces enjeux dont on vient de parler, il y a la gestion au cas par cas. Comme on a dit, ce n'est pas tout le monde qui va nécessiter le même accompagnement, qui va nécessiter le même type d'intervention. Il y a des gens qui sont sous des régimes de protection, comme on a vu, mais
qui peuvent être, on va dire, vont nécessiter un accompagnement moins serré qu'une personne qui n'est pas sur un régime de protection, mais qui a une consommation un peu plus poussée, vous voulez dire. Donc, ça va être vraiment de gérer ça avec la personne, d'avoir des accords communs. Là, on voit justement des enjeux de négociation et de gestion des budgets individuels. C'est qu'on va essayer de gérer avec la personne le plus possible dans un esprit de bienveillance et de compromis vous voyez, vous avez tant d'argent par mois, votre pension, c'est ça par mois. Donc, on va travailler ensemble pour essayer de voir à quel point on est capable de pouvoir vous faire consommer dans une mesure où ce que ça ne va pas vous nuire financièrement en tant que tel. T'sais. Donc, ça va être de gérer le nombre de cigarettes par jour, le nombre de bières par jour. Ça va être de gérer ça jusqu'à temps que, puis là, on arrive à un équilibre financier qui est confortable. Juste après ça, l'approvisionnement et la distribution des consommations, justement par rapport à ça, ça, c'est quand même un enjeu administratif et logistique qui est assez important. Nous, dans une entrevue, un cas de figure, c'est que, en fait, c'était en fait, c'est un peu comme dans l'ancien temps, c'est que la ressource appelle au dépanneur et fait une commande. Donc, la commande de cigarettes et de bière arrive. Il faut trouver un endroit pour la mettre avec, ça c'est à telle personne, ça c'est à telle personne, et puis il faut tout gérer ça. Et puis aussi le cas des fumoirs dédiés. En fait, c'est ça, je vais en parler un peu plus tard dans la diapo, mais le cas des fumoirs dédiés, c'est que il peut y avoir des fumoirs dédiés. On a vu ça dans une place où on est allé, c'est qu'il va y avoir un fumoir dédié pour le cannabis en tant que tel. Il va y avoir des fumoirs dédiés pour seulement les fumeurs en tant que tel. Il va y avoir des fumoirs par étage. Donc, vous voyez, c'est comme on va essayer comme de séparer ça pour rendre ces enjeux-là un peu plus faciles à vivre pour tout le monde. Aussi, le lien avec les ressources en dépendance à renforcer. Donc, comme on a dit, il n'existe pas en fait de protocole de dépendance ou d'intervention en tant que tel de prime abord pour accompagner les usagers. En fait, on va s'en occuper seulement quand ça cause des gros problèmes de santé, des enjeux de sécurité. Donc, ça va être de renforcer ce lien-là au final dans le temps. La place du cannabis dans ces régulations-là, justement, comme je viens de dire, en fait, ça, c'est pas partout qu'il y a des fumoirs pour le cannabis. Il y en a seulement à un endroit à ma connaissance, mais ce qui fait que ça peut avoir un impact sur la sécurité parce que, en fait, les gens qui fument du cannabis, ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Les gens qui fument du cannabis sont nécessairement pas le bienvenu dans les fumoirs pour la cigarette. Donc, vont devoir sortir à l'intérieur, mais c'est parfois des gens qui vont avoir des enjeux de mobilité, des enjeux d'autonomie, donc vont à l'extérieur. Mais à l'extérieur, c'est l'hiver, il y a de la glace partout. Donc, la personne va tomber, va se faire mal, s'en va à l'hôpital seulement parce qu'elle a voulu sortir. Consommer en tant que tel. C'est pas rendu là, puis c'était pas nécessairement une consommation qui était problématique, c'était juste une consommation. En fait, la personne devait aller dehors pour consommer en tant que tel. Bref. Et puis, en fait, on va voir au final la co-construction d'un plan de consommation. Comme je vous ai dit, c'est un peu avec la personne d'établir le budget, d'établir le plan de consommation, dire par jour, c'est ça qu'on va aller chercher parce que sinon, vous n'allez pas arriver à la fin du mois. Okay? Donc, les partenariats, comme on a vu tantôt, pour promouvoir l'autonomie des personnes âgées et puis la dépendance, essayer de créer des liens à travers de la formation, des webinaires, un peu comme en ce moment, des choses comme ça. Et pour, au final, outiller les intervenants sur la thématique des dépendances, pas seulement les intervenants, mais aussi les travailleurs X qui sont sur le plancher et qui côtoient les usagers de façon quotidienne en tant que tel. Là, en fait, si on a fait un peu le tour d'horizon sur, en tout cas, un aperçu des pratiques qui étaient locales. Là, la deuxième étape vis-à-vis de ça, c'est de voir un petit peu ce qu'on a pu entreapercevoir par rapport à ce qui existe ailleurs dans le monde. Là, par rapport à notre démarche, juste pour vous donner les chiffres, on est quand même parti de quasiment 10 000 documents à explorer, à essayer vraiment de trier pour voir si ça répondait à nos objectifs, à en fait seulement 20. Et en fait, dans ces 20-là, identifie en fait seulement 7 pays qui ont vraiment, en tout cas, des contextes qui touchent un peu la question de consommation et de vieillissement, en fait. Qu'est-ce qu'on peut en fait retenir de ces différents éléments-là en fait, donc, si on reprend les 3 questions que j'évoquais précédemment, du point de vue de la philosophie qui soutient l'intervention, ce qui arrive en premier, c'est vraiment de favoriser une approche holistique et hautement personnalisée. Donc, vraiment de prendre le temps
vraiment évaluer la personne du point de vue de son parcours, de ses besoins, de ses choix, en fait, simplement, de c'est quoi ses souhaits en termes de, pas que de consommation, mais en point de vue de santé, en point de vue de fonctionnement dans ce milieu particulier qui est en fait son milieu de vie. C'est un peu de concilier quelque chose qui est vraiment à la carte pour elle, quoi. Puis l'autre aspect qui vient souvent avec ça, c'est l'idée, comme Émile le disait pour ce qu'on a vu dans les entrevues, c'est un peu l'idée de vraiment soutenir l'autodétermination, de faire participer la personne à son accompagnement, de réfléchir un peu cette façon de l'accompagner dans le milieu de vie et soutenir l'autonomie, ce qui est surtout un enjeu principal vraiment dans ce milieu particulier où il y a des pertes d'autonomie en général, mais vraiment de préserver l'autonomie, de vraiment le soutenir, l'encourager. L'autre aspect qui vient aussi souvent, et ça c'est vraiment une question importante, c'est la question de la réduction des méfaits. Encore une fois, au niveau des entrevues, c'est quelque chose qui revenait souvent. Puis là, il y a quand même une petite réflexion à avoir, c'est que simplement considérant la définition de la réduction des méfaits entre du côté de la dépendance et du côté des ressources pour personnes âgées, en fait. Et là, il y a vraiment une question de définition. Déjà que du côté de la dépendance, ça peut être compliqué d'avoir des définitions communes qui font consensus. Là, en plus, on a introduit un autre truc qui est encore moins peut-être au fait que c'est une consommation. Donc là, il y a un enjeu d'avoir une définition globale et vraiment consensuelle de comment on intervient en réduction des méfaits. Et derrière ça, en fait, réduction des méfaits, c'est un grand chapeau qui permet d'invoquer d'autres notions qui sont très fréquemment associées généralement à cela. Donc, c'est l'idée de tolérance vis-à-vis de la consommation, jugement, de flexibilité dans la façon d'approcher ces questions-là. On l'a aussi dit par rapport aux questions de partenariat qui peuvent être faits avec les autres ressources. Et là, on ne parle pas que de dépendance, mais dans tout autre secteur de la santé. En fait, il y a beaucoup d'enjeux, par exemple, la neuropsychologie ou des choses comme ça pour les cognitifs et les troubles du comportement, principalement de ce qui me vient en tête. Donc voilà, côté philosophie. Ensuite, côté du panier de services, de quoi offrir concrètement. J'essaie de vraiment synthétiser un peu ce qu'on a vu, mais principalement, ce qui remonte, c'est un besoin en fait, d'une approche adaptée déjà aux réalités des personnes âgées, notamment du côté de la consommation, parce que là, il y a quand même un constat qu'on peut faire, c'est que les outils qui existent actuellement, que ce soit juste dans le dépistage, dans le repérage, dans le diagnostic, ne sont pas adaptés et, entre guillemets, validés sur cette population plus âgée, en fait. Dans le sens où les critères, par exemple, les critères de seuil pour un trouble d'utilisation de substances ne viennent pas pour une population âgée qui est beaucoup plus vulnérable, au fait, aux effets de la consommation. Donc, il y a un enjeu d'adapter les outils et puis après, de dire ce qu'on fait déjà du côté de la dépendance. Donc, vraiment, je mettais le SBIRT, mais la notion de repérage, d'intervention brève et puis de référence puis traitement. C'est l'idée de justement chercher les personnes où ils sont. Et là, il y a une initiative, en fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui vient de Floride à la base. J'essaie d'ajuster cette façon de faire au contexte où les personnes âgées se trouvent. Quand c'était plus dans un milieu avec moins de perte d'autonomie, mais il y avait quand même une notion de rejoindre les personnes dans la étaient et puis de dire, est-ce que prendre le temps d'évaluer un petit peu la consommation, de se dire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire vis-à-vis de vous. Donc, tout est dans la démarche d'intervention brève et de l'accompagnement très précoce de ces questions-là. Là, il y a quelque chose à voir entre qui est porteur de ce projet-là. Est-ce que c'est les côtés des ressources, des intervenants en soutien à l'autonomie, ou en partenariat avec les ressources en dépendance. L'autre aspect que personnellement j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui vient plus d'Europe du Nord, en fait. Et pour la composante web, donc juste pour remettre un peu de contexte vis-à-vis de ça, c'est que les ressources web qu'on peut avoir ici au Québec, en fait, ça va être plus du côté entre guillemets, des refuges, en tout cas des ressources plutôt communautaires, mais en tout cas, ça va être sur une population qui connaît de la précarité sociale, l'itinérance. C'est des espaces où la consommation est autorisée, puis accompagnée, supervisée. Puis là, leur idée, en fait, dans la façon de fonctionner, c'est de créer vraiment des espaces sur ce modèle-là. Donc, c'est un peu des milieux d'hébergement de soins longue durée au format web, en fait. C'est-à-dire qu'on va autoriser la consommation, on va la superviser. Ce qui prend, en fait, d'intégrer, en fait, des ressources et des intervenants, vraiment des équipes multidisciplinaires du côté des soutiens d'autonomie, du côté de la dépendance, du côté des autres enjeux de la consommation. Et à l'intérieur de ça, en fait, on met en avant tout un ensemble d'espaces dédiés pour la consommation et accompagnés de façon adéquate. Et puis après, à côté de ça, il y a tout le panier plus général, puis tous les besoins de base pour les personnes qui ont des enjeux de précarité potentiellement. Puis après, le soin, le suivi médical, les interventions psychosociales, il y a beaucoup d'enjeux par rapport aux questions de finances et des choses comme ça. Puis les routines récréatives qui reviennent souvent en fait aussi dans ces papiers-là. Donc voilà. Et comment l'offrir? L'idée d'une co-construction, en fait, ça c'est quelque chose qui était déjà revenu au niveau des entrevues, mais vraiment de
mettre beaucoup de personnes autour de la table quand on réfléchit sur c'est quoi les réglementations qu'on veut avoir dans notre ressource herbale. C'est quoi les modalités d'approvisionnement, de distribution, de consommation qu'on souhaite avoir dans ce milieu-là. Vraiment de prendre un peu tout le monde, que ce soit les résidents, la famille des résidents, les intervenants, enfin tous les acteurs qui sont concernés. Le point qu'on évoque depuis tantôt, en fait, c'est vraiment l'idée que les ressources possèdent, en fait, enfin, les intervenants et les personnes qui travaillent dans ces milieux-là ont un socle, en l'occurrence, on est vraiment sur les enjeux de consommation, vraiment un socle commun minimal au niveau de la dépendance. En fait, vraiment que les personnes soient pas dans une logique de se sentir démunies vis-à-vis de ça. Et ça, c'est vraiment un enjeu particulier sur la notion de comment une personne se sent compétente à aborder ces thématiques-là, en fait. Et ça, je n'aurais pas nécessairement revenir dessus, mais c'est vraiment l'idée vraiment un fort travail main dans la main entre les ressources en indépendance, puis d'autres ressources, et les personnes qui sont en soutien à l'autonomie, le soutien à l'autonomie des personnes. Donc voilà. Voici un petit peu pour ces éléments-là. Puis après, moi, je vois quand même que le temps file. J'aurais peut-être tendance à... je ne pense pas qu'on a vraiment le temps de passer en détail sur la discussion. Je préfère qu'on garde un peu de temps pour réfléchir un petit peu avec vous sur ce que ça vous inspire. Tu as cette plus pour se ramasser un petit peu à la fin. Ça, on peut skipper. Alors, si on se ramasse un peu, bon, ça, je peux te laisser finir ça, Émile, moi, je ferai la dernière. Parfait. Je vais juste me retrouver juste là. Parfait. Donc, c'est ça. On va parler d'une population, au final, qui est hétérogène, qui évolue avec des nombreuses vulnérabilités identifiées et accompagnées adéquatement. C'est-à-dire, avant même que la personne arrive dans son milieu de vie, déjà être prévenu, déjà savoir comment intervenir, déjà mettre des outils qui sont en place, des intervenants qui sont, on parle dans un monde idéal, qui sont déjà qualifiés pour accueillir cette personne-là. C'est sûr que ça va rendre les choses moins compliquées pour tout le monde. Aussi, il y a l'enjeu de, comme on a vu tantôt, en fait, c'est de faire coexister, en fait, des préoccupations à la santé des usagers, tout en prenant pour acquis que ces gens-là sont libres de faire pas mal ce qu'elles veulent parce qu'elles sont jusqu'à une certaine mesure, là, mais qu'elles sont dans un milieu de vie, en fait. Ces gens-là peuvent inviter des gens dans leur chambre, ces gens-là peuvent voir des amis, peuvent boire, peuvent avoir des plaisirs comme elles veulent en tant que telles. Okay? Donc, en fait, c'est un peu où se situe le nerf de la guerre. Là. C'est intervenir dans, on va dire, dans les limites de la liberté de la personne en tant que telle. Et puis, c'est ça, en fait, ultimement, en fait, le contexte, ultimement, va falloir s'adapter pour pouvoir reconnaître et intervenir dans cette réalité-là qui est super complexe. Comme tu as dit tantôt, Vincent, construire des partenariats, reconnaître les expertises des uns des autres et que tous les professionnels, s'accordent un peu pour agir et intervenir dans des cas où on pourrait dire nécessite une intervention où ce que la santé de la personne devient un enjeu et puis que cette personne, en fait, ne le reconnaît pas nécessairement parce que ça aussi, c'est une problématique, c'est que parfois, rendu dans un état de consommation avancé, les personnes ne reconnaissent pas souvent, pas nécessairement, en fait, que leurs problèmes de santé sont dus à ça ou que c'est des problèmes de santé en tant que tel ou ils ne s'en rappellent pas en tant que tel. Donc. Puis en fait, pour finir un petit peu avec ces éléments-là, donc pour vous parler un peu de la suite, parce que là, je rappelle vraiment qu'on est encore dans une démarche qui est en cours, donc on est loin d'avoir fini un peu toutes nos affaires, mais c'est vraiment de finaliser ce qu'on est en train de faire, entre guillemets, donc ne serait-ce de finir les entrevues, et puis ça va apporter aussi beaucoup d'éléments complémentaires par rapport à ce qu'on a vu là, même si on commence petit à petit à saisir en fait le cœur de ces thématiques-là mécaniques. Il y a aussi toute l'autre notion, et ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de vraiment s'impliquer avec les milieux pratiques et de dire toutes les démarches qui vont arriver par la suite, donc l'analyse finalisée, des choses comme ça, puis comment on fait justement pour produire quelque chose qui est vraiment pertinent pour les milieux pratiques, c'est vraiment travailler avec ces milieux-là pour dire c'est quoi le format que vous voulez qui soit le plus utile pour vos intervenants, pour votre pratique de tous les jours. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment dans nos priorités en fait à ce stade-là. Et puis en fait, pour finir là-dessus, je pense que c'est vraiment le début en fait de quelque chose. C'est vraiment l'idée de la question de la consommation
dans la population âgée, je pense que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça encore. Et puis là, par rapport au projet actuel, je pense qu'on peut déjà envisager d'autres pistes pour la suite. Là, on est sur des milieux qui sont, par exemple, là, je vous parle d'aller voir sur d'autres milieux, d'autres régions, parce qu'on est peut-être trop centré sur des milieux urbains versus qu'est-ce qui peut exister ailleurs au Québec ou ailleurs de façon plus générale. Il y a aussi tout l'aspect de comment ça se passe du côté du milieu communautaire, donc vraiment en dehors du réseau public, mécaniquement, la question du vieillissement, la consommation intervient, puis ça donne déjà lieu en fait à un autre projet qu'on est en train de réaliser. On peut aussi se poser la question de c'est quoi les enjeux du côté du soutien à domicile. Donc en fait, c'est le début de ce continuum de services en fait, du soutien à l'autonomie. C'est avant que les personnes aillent dans des ressources indépendantes, indépendantes, lieux de vie à part, elles sont chez elles ou elles sont dans la famille, des choses comme ça. Puis après, aller voir du côté des proches aidants, de l'entourage, de la famille, puis s'intéresser à d'autres choses qui gravitent autour de ça. Et la notion du jeu qui peut intervenir quelque part. Puis il y a aussi beaucoup la question de la polymédication, en fait, c'est quelque chose qu'on recroise souvent, même si ce n'est pas au cœur de nos questions, et ça a pu être un enjeu difficile à départager entre la question de la prescription de médicaments et les usages potentiels qui peuvent graviter autour de ça, en fait. Donc en tout cas, c'est vraiment ce que je dis, c'est que ça part de quelque part, en fait. C'est vraiment un début de quelque chose. Donc voilà, facile pour le tour un peu rapide de la situation. Puis maintenant, on est vraiment intéressé à voir un petit peu comment vous percevez ces choses-là, et puis s'il y a d'autres choses qui vous viennent spontanément à l'évocation de ces thématiques-là. Merci à vous. Merci beaucoup, Vincent et Émile, pour cette belle présentation. Sans plus attendre, je vous propose que l'on passe aux différentes questions qui ont été évoquées par votre public pendant cette présentation. Je rappelle aux membres du public que si vous souhaitez poser directement une question à nos intervenants, vous pouvez lever la main, on peut ouvrir votre micro et vous laisser poser vous-même votre question et échanger avec nos intervenants. Je vous propose qu'on enlève le partage d'écran peut-être. Je joue ça, puis après je vous... Alors, en attendant, je vais vous poser une première question. On nous demande, est-ce que le projet inclut les milieux RPA ou c'est uniquement les CHSLD? On a aussi une question qui est dans la même ligne, c'est est-ce que les particularités justement des milieux RPA sont inclus dans votre projet ou est-ce que vous y êtes confrontés? Ils sont généralement considérés comme plus stricts. Je pense que, déjà pour resituer un petit peu que les ressources qu'on va toucher, si on prend un peu le continuum que j'évoquais juste à la fin, c'est au niveau des ressources APA, donc soutien à l'autonomie, on part vraiment d'une idée c'est vraiment en fonction du prisme de la perte d'autonomie, mais si on part du départ donc, du soutien à domicile, puis après on va avoir des ressources intermédiaires avec un croisement RPA qui peut se faire à ce moment-là, puis après CHSLD. En fait, nous on est sur le spectre plutôt ressources intermédiaires CHSLD. Puis après, il y a des ressources intermédiaires qui sont souvent collées RPA, mais on est plus du versant ressources intermédiaires, vraiment. C'est vraiment notre focus. Donc, ressources intermédiaires, CHSLD en l'occurrence. Et c'est sûr que la cohabitation potentielle avec des RPA a des incidences sur les résidents, parce que les résidents se croisent potentiellement, et puis c'est là où on voit aussi des discordances de cadre. Ça peut être délicat de dire, quelqu'un qui consomme, qui est accompagné en RI, cohabite avec quelqu'un qui ne peut pas consommer dans les ressources côté RPA, puis ça crée forcément des enjeux, si on met la question de la famille, de l'entourage, de ces affaires-là, donc ça crée clairement des tensions quelque part. C'est quelque chose qu'on croise indirectement, c'est sûr. Merci Vincent. Alors je passe à la prochaine question, parce qu'on en a plusieurs, alors on n'hésite pas à enchaîner. On nous demande si ces résultats préliminaires que vous avez présentés, est-ce qu'ils sont basés uniquement sur les premières entrevues que vous avez faites ou est-ce que vous êtes aussi appuyé sur les résultats de votre revue de littérature? En fait, je pense que c'est un peu un petit peu de tout. C'est rendu là, c'est qu'on a vraiment l'enjeu, c'est comme on a été vraiment un peu empêtré avec la pandémie comme gens. Donc c'est sûr que là, on avait l'enjeu de proposer des choses quand même un peu qualitatives, donc vraiment les entrevues. C'est sûr qu'on n'est vraiment encore pas à nos objectifs finaux d'entrevues réalisées, mais néanmoins, on a quand même un certain nombre d'éléments riches. Donc, d'une part, il y a les entrevues, puis il y a quand même cet élément de revue de littérature qui est quand même plus avancé si on compare les deux. Donc, en fait, vous pouvez voir un peu le mélange des deux. Il y a des choses qui sont assez convergentes entre les deux sources de données, on peut dire. Puis, il y a des spécificités qui sont locales du côté des entrevues et des spécificités un peu plus locales du côté de la revue, parce que ça touche tous les pays du monde, potentiellement. C'est ça. C'est vraiment un mélange de deux.
Merci. Alors, on a une autre question qui concerne plus les autorisations, en particulier des tuteurs légaux pour procéder à cette entrevue. Est-ce que vous avez des critères d'élimination pour des résidents, des critères d'inclusion liés par exemple à des troubles neurocognitifs, à des troubles langagiers? Est-ce que vous avez des obstacles qui sont liés à ces aspects-là? Si je prends aussi cet aspect-là, mais en fait, c'était un enjeu pour nous, c'est qu'au départ, on n'avait pas nécessairement pris les personnes qui étaient sous régime de protection légale. Sauf qu'on se rendait compte que c'était quand même une certaine proportion de la personne qu'on échappait, en fait. Et je ne trouvais pas ça nécessairement juste du point de vue de la recherche et de l'intervention de dire bah, on se passe de ces personnes-là alors qu'il y a quand même une réalité particulière auquel il faudrait accéder. En fait, on a fait toutes les démarches pour justement pouvoir passer avec les mandats, enfin, pouvoir contacter potentiellement les représentants légaux de ces personnes. Mais je pense que les seuls critères d'exclusion qui restent à ce temps-là, bah, c'est typiquement la personne qui n'est pas en mesure de faire une entrevue de recherche avec nous. Parce qu'il y a des troubles cognitifs qui sont trop importants ou des troubles de santé mentale qui sont trop importants également. Mais là, c'est un peu la limite que je mettais au niveau du support présentation, que je suis passé dessus, mais c'est l'idée que même si on ne les a pas rencontrés, on a quand même la perspective des intervenants de gestionnaire là-dessus. C'est mieux que rien, on va dire, mais autrement, l'entrevue, ça n'aurait peut-être pas du tout réaliste de la faire avec une personne qui n'est pas en mesure d'accepter de participer à la recherche par X ou Y raison. Il y a aussi, si je peux me permettre, juste pour compléter, il y a aussi une réalité qu'il faut comprendre aussi, c'est que peut-être que la personne peut avoir donné son consentement, mais là, puis on est venu 2-3 fois pour se présenter, pour jaser, puis là, au jour de l'entrevue, la personne, ben, ça lui tente pas, puis c'est correct aussi, donc nous, on tord le bras à personne, donc ben, si tu ne voulais pas, c'est correct. Puis ça m'est déjà arrivé de retourner 3 fois et d'essuyer 3 refus, en fait, et puis là, à un moment donné, ben là, je dis, si la personne ne veut pas ou ne se rappelle pas trop de nous, et puis là, on arrive là, puis on est comme un nouvel élément un peu dans sa vie, mais là, il va y avoir un peu de la méfiance, puis non, ben, je suis un peu trop gêné pour participer, finalement, non. Donc, il y a aussi ça qui fait que le processus peut s'allonger parfois aussi. Merci beaucoup, Émile, pour cette précision. On nous pose aussi une question sur les fumoirs. Alors, que vous avez nommé, on nous demande est-ce qu'ils ne seraient pas amenés à disparaître dans les années à venir? On a plusieurs de nos spectateurs qui nous ont précisé qu'ils avaient ouï dire que l'avenir n'était pas vraiment au fumoir. Est-ce que vous avez entendu aussi ce type d'enjeu? Puis qu'est-ce que ça peut apporter comme difficulté? Je ne sais pas si Émile, toi, tu as des échos vis-à-vis de ça. En fait, pas par rapport aux entrevues qu'on a faites en tant que tel avec les gestionnaires, les intervenants, mais je sais que, en fait, si je comprends, c'est l'enjeu de la santé en tant que tel, mais le fait j'imagine que ça causerait énormément de problèmes en fait, dans la cohabitation si on vient qu'à abolir les fumoirs du jour au lendemain. Parce que la réalité, puis ça, c'est ce qu'on a vu dans une entrevue, c'est que la réalité, c'est que les gens fument, c'est que les gens qui fument ont souvent une dépendance à la cigarette et on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Bon, vous ne fumez plus, c'est interdit maintenant. C'est quelque chose qui est très difficile et qui empiète un peu sur les libertés individuelles à un moment donné. Puis en fait, je ne sais pas c'est quoi la situation des EHPAD en France. Peut-être que Vincent pourrait plus me répondre par rapport à ça. Mais je pense que c'est comme les fumoirs ont été comme interdits depuis quelques années. Je ne sais pas si tu peux rebondir là-dessus. Là. Ben, je ne sais pas pour les EHPAD spécifiquement, mais là, je suis juste en train de réfléchir un peu à ce que j'ai vu côté littérature. Puis ça faisait aussi penser à un point de réflexion que je voulais aborder, mais c'était vraiment l'idée de dans quelle mesure on est en mesure typiquement d'ajuster les services qui sont déjà existants. Donc, c'est-à-dire dans les ressources qui existent déjà, comment on peut pousser des murs qui sont déjà durs, en fait. Imaginons juste la situation avec le cannabis. On est dans des situations où on a le tabac d'une part, puis le cannabis, puis on dit, ben, en fait, on ne peut pas mélanger des fumeurs de cannabis et de tabac. Il faut créer des fumoirs cannabis séparés, mais où est-ce qu'on a l'espace pour le faire? Donc ça crée en fait des enjeux, ne serait-ce d'espace. C'est pour ça que je dis, ben, dans quelle mesure on a la capacité d'adapter les locaux versus créer des locaux complètement adaptés à ça en fait. Et je pense que c'est peut-être une avenue, surtout qu'avec le vieillissement de la population, c'est sûr qu'il va y avoir des enjeux de construction de ressources vraiment pour la population vieillissante en général en fait. Donc je pense qu'il faut prendre un peu le train en marche aussi vis-à-vis de ça. C'est sûr que ça va être un enjeu, autant l'investir et comme ça on peut peut-être adapter des choses qui sont plus pertinentes. C'est un peu ma réflexion là-dessus. Merci Vincent. Alors, on a une spectatrice qui a levé la main. Elle s'appelle Catherine Côté. Je vais lui permettre de prendre la parole pour poser directement sa question.
Bonjour Catherine. Alors, on ne vous entend pas. Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas? Excusez-moi, j'essaie de... Catherine, votre micro est ouvert normalement, mais on ne vous entend pas. Ah, on dirait qu'on a un problème technique, Catherine. Ça ne fonctionne pas. Peut-être mettre la question par écrit dans ce cas-là. Oui, pourriez-vous écrire votre question? Malheureusement, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Je vais refermer votre micro. Vraiment désolée, Catherine. On aurait beaucoup aimé entendre votre question de votre voix. Alors, Catherine nous précise qu'elle est en train d'écrire sa question. Alors, je vais voir, parce que je pense qu'on en a d'autres en attendant de recevoir la question de Catherine. Alors, les fumoirs, nous avons vu. Pardon. Oh, mais je crois qu'on a réussi à faire le tour de pas mal de toutes les questions de nos spectateurs. Hein. Bravo, en le temps imparti tout pile puisqu'il est 13h01. Heureusement, nos intervenants sont encore disponibles pour quelques minutes. Si vous avez des questions, on peut dépasser, même si on sait bien que beaucoup d'entre vous doivent retourner à vos occupations habituelles à 13h. Mais s'il y en a d'autres qui ont encore des questions ou si vous souhaitez poser votre question en direct, n'hésitez pas, nous sommes encore disponibles. Moi, j'en avais une, c'est que quand est-ce que vous espérez avoir peut-être le deuxième volet de ces réponses, puis quand est-ce qu'on peut espérer vous réinviter pour avoir la suite des résultats de vos travaux? Ben, en fait, là, on fonctionne vraiment dans une optique de fenêtre d'opportunité. On a pu commencer à faire nos entrevues à l'automne dernier. On a profité d'un creux de vague Covid. Puis là, il y a Omicron qui est arrivé, donc c'est un peu bousculé nos affaires. On était vraiment prêts pour finaliser beaucoup de choses avant décembre, grosso modo. Puis là, on se dit, bah, je pense qu'à partir de là, printemps, été, on pourra peut-être en tout cas, on veut finaliser toutes les entrevues à ce moment-là. Puis après, ça nous laisse, à partir de l'automne, on commence à travailler sur tout ce qui est produits de transfert, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'à partir de l'hiver prochain, sans doute, il y aura des choses finalisées, cannées. C'est ça. Ouais, ce zoo-là un peu. Ah, nous avons reçu la question de Catherine. Merci pour ces précisions. Donc, on envisage probablement qu'on pourra vous réinviter pour un midi-conférence l'année prochaine ou peut-être l'année suivante pour avoir les résultats finaux de ces beaux travaux. Donc, Catherine nous dit qu'elle est en CRDQ, mais au CLSC, et donc en région. Elle est à Donnacona. Elle se questionne à savoir si ce serait bien de créer des concertations interprogrammes afin de travailler de façon concertée dès que nous ouvrons une évaluation ou un suivi qui implique une personne âgée. Je pense que c'est clairement un enjeu parce que là, j'ai toujours le souvenir d'une entrevue avec des intervenants. Ils me disent typiquement, quand il y a des situations de consommation, une fois que la personne est déjà dans la ressource, il y a des situations de consommation qui posent des enjeux. Eux, ils se sentent un peu sans direction, en fait. Ils disent, bah, qui est-ce que je contacte pour cette question de dépendance? Donc, en fait, là, on est déjà dans le trop tard, en fait. On considère vraiment la question de la consommation en amont ou même avant que la personne accède à la ressource, ça permet de mieux caler, en fait, justement, cet accompagnement-là sur la diversité des besoins, en fait. Et là, on parle dépendance et soutien à l'autonomie, mais ça peut toucher plein d'autres choses à côté, en fait. Je ne pense pas que c'est que binaire, typiquement, parce que là, les situations vont invoquer aussi des aspects de tout cognitif qui sont parfois assez importants, que ça soit lié au vieillissement ou la consommation, les deux, en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment une idée de concertation sur qui est-ce qu'on implique dans le suivi et très tôt en amont, en fait. Il y a toute la question de l'accès initial dans la ressource aussi qui est quelque part qui doit être quelque chose qui doit être vraiment considéré, je pense. Ouais. Nous avons une autre main levée. Je veux ouvrir le micro de Catherine Richer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bienvenue, Catherine. Merci.
Merci énormément pour la présentation, mais aussi pour s'intéresser au sujet. Nous, on s'était déjà parlé là, par rapport à ces sujets-là au début de votre recherche. Premièrement, j'aimerais ça aussi mentionner, je ne sais pas si dans vos recherches ou dans vos entrevues, vous parlez de la stigmatisation des patients, mais dès qu'il y a un problème de consommation, on a l'impression que tout d'un coup, là, c'est comme s'il y a comme une réticence aux ressources d'accepter les patients. Je n'ai pas de statistiques, mais que dans le fond, les patients qui ont des troubles de consommation, on dirait qu'ils sont placés beaucoup moins facilement. Il y a ça. Ça, c'était ma première question par rapport à toute justement la stigmatisation des patients qui consomment pour l'accès aux ressources. Ma deuxième question, ou peut-être plus réflexion, c'est justement comme on parle de l'accès aux soins. Moi, je travaille en CHSLD au CIUS Centre-Sud, mais du côté Sud-Ouest Verdun, donc on n'a pas de CHSLD qui sont spécifiques aux personnes qui consomment. Puis, donc, ils sont vraiment répartis dans plusieurs milieux, 2-3 patients par CHSLD. Donc, tu sais, former tout le monde, c'est sûr dans le contexte là, de limitation des ressources, toutes les formations sont au compte-gouttes, mais peut-être comme une équipe mobile ou justement, comme vous dites, comme une équipe qu'on peut appeler pour avoir de l'aide. Donc, c'est ça. Ça, c'est dans les réflexions que je trouvais justement intéressantes d'avoir une personne, une équipe ressources qui s'intéresse aux personnes âgées, parce que mon autre expérience aussi pour travailler en GMF puis à l'hospice avec des personnes âgées. Moi, si j'appelle les soins à domicile puis que je dis que j'ai besoin de ça pour une patiente qui consomme, là, ils me disent d'appeler la dépendance. Puis la dépendance, des fois, ils ont de la difficulté à gérer les patients en perte d'autonomie. Donc, il y a vraiment un travail de silo. Donc, ça revient... c'est ça, d'avoir de réconcilier là, des solitudes, comme vous l'avez déjà dit. Mais... aussi d'avoir accès à une équipe spécialisée sans nécessairement former très bien tout le monde. Là, c'est sûr qu'il faut de la sensibilisation, mais c'est ça. Au moins avoir des ressources qu'on peut appeler qui s'intéressent à la personne âgée et à la toxico. Peut-être juste pour rebondir sur cet aspect-là, je pense que c'est vraiment l'idée du socle un peu commun. Et quand je mets socle commun, je mettais peut-être un peu trop l'accent sur le côté dépendance, mais en fait, je pense que c'est vraiment partagé. C'est avoir un aspect minimal de formation en dépendance pour les personnes qui sont du côté SAPA, et puis un aspect de connaissance sur la perte d'autonomie du côté, par exemple, de la dépendance ou d'autres directions cliniques, des choses comme ça. Parce que je pense que justement, il y a trouvé une espèce de terrain d'entente commun en termes de formation, de connaissances. Puis après, chacun a ses expertises spécifiques qui sont la dépendance, et que dès qu'il y aura quelque chose de plus important en termes de suivi de traitement potentiel, c'est sûr que c'est du côté de la dépendance, mais après, il y a tout le travail de liaison. Là, je suis assez d'accord sur l'idée de... ça prendrait peut-être une équipe un peu de liaison qui fait le lien entre ces milieux-là, et peut-être pas que SAPA, en fait, mais qui va aller voir des personnes âgées qui consomment ailleurs qu'en SAPA. Ça peut être... on parlait du soutien à domicile qu'on n'a pas suffisamment investi, mais ça peut être vraiment un peu dans cet esprit-là, c'est vraiment d'aller vers la personne là où elle se trouve, peu importe la ressource. C'est ça. Après, pour le côté stigmatisation, Émile, je ne sais pas si toi, du côté des entrevues, ça ressortait directement. Ouais. En fait, ce qui ressortait par rapport à la stigmatisation, c'est que, en fait, mais ça, c'était à travers le récit d'un gestionnaire, c'est que toutes les substances n'ont pas le même, on va dire, le même degré de stigmatisation. Pour, mettons, des personnes un peu plus âgées pour qui le pot, ça a été illégal pendant je veux dire, le 3/4 de leur vie. En fait, les gens qui vont avoir une consommation de cannabis nécessairement ne vont pas être de prime abord super à l'aise d'en parler avec les intervenants. Puis en fait, ils vont peut-être chercher à peut-être plus se cacher. Ça, c'est comme on pourrait dire, ça, c'est quand la consommation de cannabis devient un peu plus, on pourrait dire, un peu plus cachée. Sinon, inversement, vu que là, c'est rendu légal, il y a aussi des gens qui vont essayer de s'en faire prescrire par leur médecin. Mais ce qui prévaut, c'est souvent, je le vois, si je l'ai remarqué, c'est plus le fait que c'est ça, le cannabis, c'est un peu plus, vu que
c'était illégal avant, les gens sont quand même dans le même esprit de cacher ça puis de ne pas trop en parler. Pour ce qui est de l'alcool en tant que tel, la plupart du temps, j'ai l'impression que, en fait, dans la ressource en tant que telle, lorsque les usagers sont établis en ressource, il n'y a pas tant de discrimination par rapport à ça. Les gens vont comme consommer soit dans leur chambre ou comme avec leurs amis, ça va. Mais comme tu as dit, pour avoir accès à des ressources, souvent, puis là, Vincent, tu vas pouvoir compléter, là, mais en fait, ça va être, mettons, si la ressource accepte ou non des personnes qui consomment, ça va être discrétionnaire selon le type de ressources en tant que tel. Donc, je pense que s'il y a des ressources privées, les ressources privées ont le droit de comme, faire leur propre règlement et de dire nous, on ne veut pas de personnes qui ont des dépendances en tant que telles, mais je ne suis pas certain. Donc, Vincent, tu pourrais peut-être rectifier là, au besoin. Tiens, en termes de quoi sur les modalités d'entrée, la cohabitation, ouais, c'est ça. Ressources, ouais. Je pense que c'est un peu comme une autre personne posait un peu ce commentaire tantôt, c'est la question des RP, enfin côté privé, côté public, en fait, c'est que c'est pas le même mandat, puis la façon de considérer la place de la consommation n'est pas le même, ça c'est sûr. Mais juste pour l'aspect stigmatisation, pour revenir un peu sur ce plan-là, j'étais en train aussi de faire le lien avec ce que j'avais pu voir à côté littérature, et puis la réflexion que je me faisais, c'est qu'effectivement, on a peu de choses qui parlent de cette thématique-là. Et en fait, je me dis, c'est les personnes âgées qui consomment, ça me paraît quand même compliqué de considérer que ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Je me dis juste que c'est juste qu'on parle de deux sujets qui sont très fortement connotés socialement et sociétalement parlant. C'est la question du vieillissement / de la fin de vie et la consommation. Donc, il y a deux potentiels de thématiques en fait, qui font on n'en parle pas ou on ne veut pas nécessairement le voir ou on ne veut pas prendre le temps de considérer ces choses-là. Enfin, peut-être qu'il y a une tendance à évacuer ces questions-là, c'est-à-dire pas trop le voir parce que c'est des choses on n'est pas à l'aise avec ça, mais c'est ça. Mais je pense que plus ça va avancer, plus ça va être au milieu de face, entre guillemets. C'est ça. Mais c'est sûr qu'on peut en parler, nous, ces aspects-là. Merci beaucoup à vous deux, Catherine. J'espère que cela a répondu à votre question. Oui, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci à vous d'avoir posé votre question en direct. C'est toujours un plaisir d'entendre la voix de nos spectateurs. Alors, on a aussi un commentaire d'Isabelle qui nous dit qu'il faudra aussi penser à adapter les outils en dépendance à la clientèle plus âgée, puisque ces outils d'évaluation actuellement ne tiennent malheureusement pas compte des changements physiologiques et cognitifs liés au vieillissement. Je crois que nous avons, sur ce dernier commentaire, fait le tour des questions de notre public. Je tiens à préciser à nos intervenants que vous avez eu beaucoup de retours positifs en commentaire. En général, le public était très heureux de vous avoir entendu et vous remercie pour cette présentation. Nous sommes heureux aussi de pouvoir entendre la suite dans quelques temps et de savoir ce que vont donner ces résultats. Merci beaucoup à notre public d'avoir été présents nombreux, car à l'heure de pointe, vous étiez plus d'une centaine à nous regarder en direct. Je vous rappelle également que si jamais vous connaissez du monde qui pourrait être intéressé par ce contenu, mais qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous en direct, qu'il était entièrement enregistré et qu'il sera disponible en rediffusion sur la page YouTube de l'IUD ainsi que sur le site internet de l'IUD. Merci beaucoup Vincent, merci Émile pour cette belle présentation et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et une belle après-midi. À bientôt pour un prochain midi-conférence de l'IUD qui aura lieu en avril sur le thème de la passion et son implication clinique dans les interventions cliniques. Tout à fait. Un thème tout à fait intéressant et assez peu abordé qui nous plaira de vous présenter pour le dernier midi-conférence de notre saison 2021-2022. Bon après-midi à tous. Au revoir Vincent. Merci tout le monde. Au revoir Émile. Merci à tous, merci d'être venus. Au revoir.